Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans le 19-20 au programme de votre début de soirée. D'abord, le journal de la région Centre-Val de Loire. Il sera le suivi des éditions locales. 19h30, l'information nationale et internationale, dont voici tout de suite les principaux titres. Le président de la FIFA, sous pression, sommé de démissionner après les scandales qui secouent la fédération. Sepp Blatter se défend de toute responsabilité, mais évoque d'autres mauvaises nouvelles à venir. Dans l'édition nationale également, l'épilogue dans l'affaire Bettencourt. Relax pour l'UMP Éric Woerth, mais des condamnations et de la prison ferme pour le photographe François-Marie Bagné et le gestionnaire de fortune Patrice Demestre, reconnu coupable d'abus de faiblesse sur la milliardaire. Dans la partie régionale du 19-20, c'est une vieille dame, presque 2 fois centenaire, l'un des symboles de la région qui a failli disparaître. La faïencerie de Gien doit son salut à un repreneur qui est parvenu à maintenir les 160 emplois dans un contexte difficile. Le patron du MEDEF était en visite aujourd'hui sur place. L'histoire de ce sauvetage dans un instant. Une autre réussite locale, celle des thés d'Aman Frères, installés en Eure-et-Loire depuis 4 ans. Ce fleuron français du thé de prestige organise ce week-end sa braderie de printemps et pour l'occasion, rencontre avec ses passionnés de thé depuis 3 générations. Et puis des sensations fortes avec la patrouille Cartouche Dorée de l'école de pilotes de chasse de Cognac qui prépare le meeting de l'aérodrome de Blois ce dimanche. Ils étaient en reconnaissance aujourd'hui et c'est à découvrir en fin d'édition. Voilà pour les titres du jour, mais avant de les développer, une image et cette grosse frayeur hier soir en plein cœur de Tours. Vers 18h, un incendie s'est déclaré au premier étage d'un immeuble situé à proximité du quartier Plumereau et donc de ces célèbres maisons en bois. Des flammes de 2 à 3 mètres de hauteur. Cet incendie spectaculaire n'a heureusement pas fait de victimes. Un sapeur-pompier a tout de même été blessé dans le souffle d'une explosion de gaz. Dans ce vieux quartier du Vieux-Tours, tout départ de feu est pris très au sérieux compte tenu du risque élevé de propagation avec les maisons à colombage. Toujours en Indre-et-Loire et en Bref, la centrale nucléaire de Chinon a déclenché son plan d'urgence interne cet après-midi. Mais je vous rassure, c'était un exercice pour tester dans des conditions réelles le dispositif d'alerte. La centrale a simulé un accident technique du type Fukushima sur la base d'un scénario qui était tenu secret. Les participants, pouvoirs publics et agents d'EDF ont été amenés à mettre en place une organisation de crise et un dispositif de protection du personnel et des riverains, comme s'ils étaient en conditions réelles. Écoutez. Non, je crois qu'on n'écoute personne, mais vous retrouvez le reportage complet pour les téléspectateurs d'Indre-et-Loire dans l'édition Touraine-Val de Loire. C'est à l'issue de ce journal. Quand le patron des patrons est en visite dans le Loiret, il choisit une entreprise historique et symbolique, la faïencerie de Gien. Une entreprise au bord du gouffre au début 2014, sauvée des eaux par un repreneur providentiel. Pascal Dalluin, un habitué des redressements d'entreprise. On va y revenir dans un instant. Il a injecté avec des partenaires 2 millions d'euros sur 5 ans, mais il n'a pas mis que de l'argent sur la table. Il a présenté un plan sur le long terme. Résultat, les 160 emplois du site ont pu être sauvés et 40% des salariés ont été associés au capital. Julien Bernier avec Vincent Logereau. C'est un redresseur de marque qui dirige la manufacture depuis 1 an. Avec de l'expérience dans le prêt-à-porter de luxe, Pascal Dalluin a une stratégie simple pour relancer la marque Gien, avoir une vision sur le long terme et fédérer les salariés. J'ai souhaité associer au capital les salariés à hauteur de 10%, parce que je pense que dans une industrie comme celle-ci, dans une manufacture, il est très important que les salariés, qui sont, je dirais, l'élément clé de l'entreprise, parce que c'est leur savoir-faire, c'est leur main qui fait notre succès, puissent être associés aux fruits et aux résultats de l'entreprise. Et contre toute attente, les résultats sont positifs en 2014. Le repositionnement sur le haut de gamme, la création de nouvelles pièces uniques commencent à payer. Autres objectifs, développer la vente sur Internet et doubler le chiffre d'affaires à l'export. Il y a une très grande puissance à l'international de l'art de vivre à la française, du savoir-faire français. Donc c'est à nous de savoir bien le communiquer et de pouvoir passer en 5 ans de 35% du chiffre d'affaires à 70% donc à l'international. Trouver de nouveaux marchés, cela passe par des investissements, des risques financiers. Pour le patron des patrons, malgré la baisse progressive des charges, relancer une entreprise comme la faïencerie présente un risque. Je dis toujours que les entrepreneurs sont des héros, c'est-à-dire que voilà, une boîte avec un savoir-faire magnifique, ancestral, savoir-faire français, des technologies françaises, créativité française. Moi, je trouve ça remarquable que 2 personnes, Yves de Talouette et son associé, se soient jetés à l'eau, parce que c'est toujours un risque.
Les investisseurs viennois se concentrent sur les États-Unis pour trouver de nouveaux clients. Ils comptent prospecter en Asie et consolider le marché européen qui représente la moitié des ventes de la marque Gien. Et justement, on va s'intéresser d'un peu plus près à la faïencerie de Gien et à son repreneur avec vous, Benoît. Elle a été créée en 1821. C'est un Britannique, Thomas Hall, qui l'a fondée avec tout de suite la volonté d'en faire une entreprise de grande renommée, de renommée européenne. On ne peut pas retracer son histoire en seulement 30 secondes ici sur ce plateau, mais de tout temps, sachez que l'entreprise a connu des périodes fastes et des périodes plus difficiles, plus compliquées. En février 2014, longtemps intéressé, un homme spécialiste des reprises la rachète. Il s'agit donc de Pascal Dalhuin. Pascal Dalhuin, il a aidé Lee Cooper, Lacoste, La Fuma, des grandes marques françaises et a contribué au développement de Vicomte Arthur, mais aussi de Cacharel. Grâce à lui, 160 emplois sont donc sauvés à Gien, dans le Loiret. Sa méthode, elle est basée sur 4 axes, 4 points importants. Développement du haut de gamme, la création avec des nouveaux designers, le chiffre d'affaires qui doit être développé à l'international, doublé, mais aussi le développement du web et du digital. Merci Benoît pour ces précisions. On parle toujours d'économie avec ce défi, construire une maison 100% écologique en seulement 4 mois. C'est la promesse d'un constructeur de maisons individuelles du Loiret qui vient d'ouvrir une usine dédiée à ce concept. Le groupe Fous parie sur le développement de la construction bois industrielle. Il faut savoir que dans la région, la filière est en plein essor. Le reportage d'Alain Eudes. Vous en voyez de plus en plus. La plupart du temps, il ne s'agit que de parements à vocation thermique ou esthétique. Mais parfois, sous l'enduit, c'est une structure bois qui se cache. Un nouveau style de construction pour la région Centre-Val de Loire. À Baule, dans le Loiret, cette usine fonctionne depuis à peine une année. Son propriétaire, un constructeur de maisons individuelles parmi les 10 premiers du marché français, a investi près de 5 millions d'euros dans cette unité de 6000 m². Très largement automatisé, le site produit des murs en bois intégrant fenêtres, isolation, circuit électrique, assemblables en quelques heures sur un chantier. Une rationalisation qui permet de construire en bois au même coût que le béton. On a un process industriel, donc quelque part structuré, calibré, qualité, et qui résout plein de problèmes de chantier. On arrive à trouver des solutions économiques qui nous ramènent à une pertinence et à un prix quasi similaire au traditionnel, sachant que le bois a une performance technique et d'efficacité énergétique supérieure à ce que peut proposer le traditionnel à ce moment-là. Ce système à l'américaine convient particulièrement aux nouveaux lotissements, privilégiant rapidité d'exécution et performance énergétique. À côté des entreprises artisanales proposant des constructions personnalisées, ces nouveaux acteurs parient sur la forte poussée du marché régional. En termes de prise de part de marché, il y a encore 7-8 ans, on était à peu près à 5% de marché pour la maison individuelle en bois. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 12 à 13%. Après, vous avez toute la part des maisons groupées ou des bâtiments groupés, type petits immeubles. Là, on est plus timide, on est autour, je sais pas, de 5%, je dirais. Reste un handicap fort. À peine 20% de bois régionaux peuvent être utilisés pour ce concept industriel qui nécessite plus de sapins des Vosges que de chênes soloniaux. Et puis toujours dans le monde de l'entreprise, connaissez-vous le statut d'étudiant entrepreneur? Il a été mis en place par le ministre de la Recherche pour aider les jeunes à se lancer. Et ils sont une trentaine à avoir choisi ce statut en région Centre-Val de Loire. Et ils se sont réunis le temps d'une expérience et d'une journée à Orléans. Bérénice Dufay avec Isabelle Racine. Il va falloir courir le plus rapidement possible vers elle, se rapprocher le plus d'elle, mais sans la toucher. Un atelier théâtre à destination des étudiants entrepreneurs. Nicolas, plus vite. Ouais, voilà. Sans me toucher. Sans me toucher. Attention. Ouais. Et la personne qui a dit son prénom très très fort va ensuite prendre le temps de regarder chaque personne, voilà, qui se trouve autour d'elle, tout en restant neutre. Et on dit merci. On est parti. Parce qu'ils devront savoir gérer leur image, leur respiration, leur concentration, leur stress, les jeunes entrepreneurs ont lâché prise le temps d'un après-midi. Avec cet objectif, leur faciliter la vie quand ils seront patrons. Par exemple, si on a une conférence, admettons, on tient une conférence, on doit parler, ou même une réunion d'entreprise, on a tout le personnel devant soi.
il faut savoir gérer sa respiration, sa parole, savoir à quel moment il faut parler, à quel moment il faut faire des pauses. Quand on est sur des moments de stress, pouvoir justement se gérer et puis montrer qu'on est à peu près neutre quand on discute, qu'on n'est pas stressé, qu'on n'est pas dépassé justement par la personne qu'on est en face et qu'on montre justement qu'on est neutre. C'est vraiment là où c'est important. Plus prosaïquement, à quelques mètres de là, l'atelier sur le pitch. Tous ceux qui sont installés autour de cette table ont un projet d'entreprise. C'est quoi ton mode de commercialisation ? On nous propose... Le projet d'entreprise, Benjamin, Marine et Pierre l'ont déjà en partie mis en œuvre. Celui de payer des internautes ciblés pour visionner des pubs. Et parmi les conseils du coach, celui d'exploiter au mieux les mots-clés. Il nous a donné des conseils par rapport aux mots-clés qu'on doit employer selon qui on a en face de nous, un investisseur ou un partenaire potentiel. Donc les mots-clés sont très importants, ils ont un impact dans le discours et on va essayer de les réutiliser. C'est-à-dire quels mots-clés ? Par exemple, hypersegmentation, gamification, géolocalisation, voilà, des mots-clés qui sont forts et qui ont un impact. En région centre, ils sont une trentaine à avoir opté pour ce nouveau statut, plus de 600 sur l'ensemble du territoire. C'est un moment que les amateurs de thé attendent chaque année. La braderie de printemps chez Daman Frères à Dreux. Elle a lieu à partir de demain. Et en attendant, on va vous présenter ce spécialiste du thé depuis 3 générations. L'entreprise s'est installée en Eure-et-Loire il y a 4 ans dans les entrepôts laissés vides après le départ de Philips, ce qui a permis à cet importateur et créateur de thé de développer son activité. Daman traite aujourd'hui 800 tonnes de thé par an, commercialisées à 70% sur le marché français. Théophile Baca avec Didier Lepape. Les anciens locaux de Philips ont été pour Daman Frères du pain béni. Prenez par exemple le stockage. Une mini-cathédrale, 7000 mètres carrés, 10 mètres de haut, un véritable trésor de guerre, 180 tonnes de thé, 200 références venues de Chine, d'Inde, du Népal ou du Rwanda plus récemment. À la braderie de printemps seront proposés des thés aromatisés ou non en vrac, à moins 40, moins 70%. Des thés vrac de l'ancien catalogue, mais c'est aussi nos collections annuelles de coffrets, quelques invendus de collections de coffrets par exemple. Daman a été fournisseur de thé de luxe pour des maisons prestigieuses avant de se mettre sous sa propre marque. La société compte une centaine de salariés dans le conditionnement et une trentaine d'administratifs. 3 ingénieurs agronomes parcourent le monde pour s'assurer de l'approvisionnement et sélectionner des pépites. C'est un thé noir de Chine auquel on ajoute des fleurs de bleuet bleu, du thé blanc Yinzen, qui est un thé extrêmement qualitatif qui apporte beaucoup de subtilité au mélange et auquel on associe évidemment des huiles essentielles de bergamote. C'est de la bergamote qu'on va chercher tous les ans en Calabre et un petit peu comme un millésime de vin, eh bien, on procède à des assemblages pour avoir une constance qualitative de notre bergamote d'une année sur l'autre, s'affranchissant des aléas de récolte en qualité et quantité. La braderie de printemps, c'est l'occasion pour Daman Frères d'attirer une nouvelle clientèle et de faire découvrir les 160 thés de son magasin d'usine. Un mot de sport à présent. Elles ont pris une option pour le titre. Les handballeuses de Fleury-les-Aubrais se sont imposées hier soir à Issy-les-Moulineaux en match aller de la finale du championnat de France de Ligue féminine. Premier acte remporté d'un petit but, 22-21 face à Issy-Paris. Les filles de Fred Bougeant ont mené toute la rencontre, hormis à la 57e minute, grâce à une excellente Zogby De Paola dans les buts, auteur d'une quinzaine d'arrêts. Elles ont les cartes en main, vraiment, pour remporter leur premier titre de championne de France. Mais il faut rester prudent, le match retour aura lieu au Palais des Sports d'Orléans. Ce sera dimanche, notez bien l'horaire, 17h15. Et résultat, bien sûr, dans nos éditions. Et pour dimanche, justement, voici une idée de sortie si vous aimez l'aéronautique. Le premier meeting aérien de l'aérodrome de Blois-le-Breuil avec une invitée d'honneur, la patrouille Cartouche Dorée. C'est en quelque sorte la petite sœur de la patrouille de France. Les pilotes sont des officiers pilotes instructeurs de l'école de pilotage de Cognac. À 3 jours du meeting, Alain Georges Emonet et Mélior Mohamed ont assisté aujourd'hui à la première reconnaissance de l'aérodrome, de ses installations et de ses environs. Regardez. Pas de démo, si pas d'Eurocodax. Ce qui veut dire pas de démonstration aérienne sans reconnaissance. Et la reconnaissance commence ici, dans le briefing. Concentration et silence, les pilotes répètent les mouvements des figures à exécuter. 500 pieds, 200 nœuds,
sur l'axe, top point central. On se prépare pour le rail par la droite. Et c'est parti à droite. Le pilote qui donne les consignes se nomme le leader, chef d'un orchestre à la partition bien établie et sans improvisation. Ça va être le chef d'orchestre pendant tout le vol qui va annoncer tous les ordres à faire, de préparation, d'exécution, etc. Et du coup, les équipiers vont se caler sur moi, sur ma voix, pour pouvoir maintenir les positions. Chaque figure a une altitude et une vitesse de départ et termine avec une autre altitude et une autre vitesse. Ensuite, eh bien, on regarde le nombre de figures qu'on veut faire, toutes les figures possibles, et ensuite on fait un puzzle. De chaque côté du leader, un équipier droit et un équipier gauche, tous deux parfaitement synchronisés ou désynchronisés suivant les instants, mais connaissant parfaitement le programme. Il y a une première partie qu'on appelle nous le ruban. En fait, vous allez voir donc les avions exécuter des figures de voltige en patrouille serrée. Et à la fin, on a une deuxième partie qui est plus dynamique. On appelle ça des percussions. Donc on simule qu'on va se rentrer dedans si vous voulez et on se rassemble. Enfin, c'est un petit peu plus dynamique avec une musique associée. L'entraînement s'est déroulé sans incident. On croit même apercevoir dans le ciel les nuages s'arrêter pour contempler les balais des avions. Le meeting, c'est dimanche à Blois et le dimanche suivant, le 7 juin, la patrouille Cartouche Dorée sera présente au meeting du centenaire de la base aérienne 705 de Tours. Et c'est un événement dont France 3 Centre Val-de-Loire est partenaire. C'est un homme et il ne supportait plus le harcèlement dont sont souvent victimes les femmes dans la rue. Un Orléanais a créé il y a plusieurs mois un projet artistique pour le dénoncer justement. Et ce projet artistique, c'est une série de photos de filles en jupe et chacune à leur manière. Elles refusent les gestes ou les propos déplacés. Aujourd'hui, le projet a pris de l'ampleur et il s'expose dans le cadre d'un festival qui prône l'égalité entre hommes et femmes. Reportage de Fabienne Marcel avec Grégoire Grichois. Ce qui frappe en premier quand on regarde ces clichés, c'est le regard de ces filles. Toutes portent une jupe, un vêtement censé être provoquant pour certains hommes. Dans leur attitude, chacune disent non au harcèlement de rue. On est loin de la photo artistique de studio. Ici, le message est plus important que la forme. L'idée, c'était vraiment de passer le message en jouant sur un contraste. C'est-à-dire qu'on a très bien compris que l'image parle plus que des mots. Et donc, du coup, de partir sur un contraste, la tenue dite provocante et l'attitude qui dit tout le contraire. De manière à montrer, regardez, est-ce que ça, c'est pas un non? Peu importe la qualité, peu importe l'esthétique, l'objectif, c'est le message. Ce projet artistique, Florian l'a commencé l'année dernière, d'abord sur son blog « C'est moi, pas ma jupe ». 5 mois plus tard, les photos, dont certaines ont été envoyées des 4 coins de la France, s'exposent dans le cadre du festival Hard Headed Woman, un festival militant lui aussi. La photo, pardon. Par mail. Littéralement, c'est les femmes à la tête dure. Et l'idée, c'était de dire que généralement, quand on met les femmes en avant, ça tourne beaucoup autour de la couture, de la culture pin-up qui est revenue, tout ça. Et en fait, ça ne correspondait pas forcément aux personnes que moi je connais et que je fréquente. Et donc, du coup, l'idée, c'est de mettre en avant voilà, des femmes qui s'illustrent dans des activités où on ne les attend pas forcément. Colloques, courts-métrages, mais aussi concerts. Le festival qui a lieu au Bouillon à Orléans se veut un véritable rendez-vous culturel. Il commence ce soir et s'achève samedi. Quant à Florian et ses photos, l'aventure continue. La prochaine étape, présenter les clichés dans les écoles pour sensibiliser les jeunes sur le harcèlement. Restez avec nous, l'actualité continue en région Centre-Val de Loire avec tout de suite vos éditions locales en Touraine et dans le Berry. Partout d'ailleurs dans la région, c'est 7 au centre, juste après la météo. À tout de suite.